82, on arrive à 83, tu sais qu'on va faire un hommage à Alain Chevalier, et c'est l'année où tu as justement été dans l'écurie d'Alain Chevalier de 83, avec les Kawasaki. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette année et nous parler d'Alain Chevalier? Alors, ensuite, quittant les Kawasaki, donc il n'y avait pas eu la Ferrand avant, il y avait les Kawasaki, arrêtant la compétition, donc Guilleux peut-être avait récupéré Makawa, etc. Moi, ne voyant plus de développement ni rien devant, j'ai dit, il faut que je passe à autre chose. Alain Chevalier m'avait remarqué, on se connaissait depuis un bout de temps, il m'a proposé de piloter ces machines. Et donc, on était avec de Radiguet dans l'écurie. Et bon, Chevalier, il était d'avant-garde, hein, c'était quelqu'un qui a été très bien parce qu'il était honnête, objectif, pas rancunier, pas terre à terre, quelqu'un de bien qui connaissait la compétition, on ne pouvait pas lui mentir, il savait tout ce qui se passait, et qui nous avait fait des motos du feu de Dieu, quoi. Et notamment en Afrique du Sud, on était les premiers à avoir les boîtes à air, parce que l'Afrique du Sud c'était à Calami, c'était à 1500 mètres d'altitude, 2000 mètres, et il manquait d'oxygène, donc les boîtes à air étaient énormes, enfin il fallait les mettre au point au début, parce qu'il y avait un paquet qu'on serrait avec les boîtes à air. Et lui avait réussi à les mettre. Ça a permis à Didier de Radiguet, mais on s'est battu quand même avec Hervé Guilleux qui avait la Kawa. Et les deux, dans le dernier tour, se sont donné des coups de pied, etc., ce qui m'a permis de passer à droite et de gagner le Grand Prix. Et ensuite, sur la voiture qui faisait, le pick-up qui faisait le tour pour saluer les gens, moi je saluais les gens, les deux ils se tapaient dessus. ça faisait bon genre. Voilà, donc c'était l'Afrique du Sud. Et ensuite, je me suis retrouvé avec cette moto qui marchait bien. C'était à Assen, je me rappelle, sur un coup de génie. Moi, j'avais la roue avant qui sautait, j'arrivais pas à conduire. Assen, c'était un de mes circuits préférés. D'ailleurs, il faut vous dire, et je le sais, et je le redis toujours, le circuit d'Assen d'avant déjà était vraiment un circuit de pilotage. Tous ceux qui marchaient à Assen étaient des grands pilotes, parce que c'était en l'occurrence le circuit de pilotage. Eh bien, j'avais le problème de roue avant qui sautait et je n'arrivais pas. Puis j'ai dit, Alain, je ne peux pas. Alors que normalement, j'étais toujours en première ligne, etc. J'y arrivais pas. Et il s'est mis à réfléchir comme il savait le faire et tout ça. Et le lendemain, il m'a fait un truc, il m'avait mis une jambe plus petite. Ce qui a fait une portée, il n'y avait pas à l'époque toute la série des pneus larges, grands, gros. Il m'a réduit la portée du pneu. Et donc, ça l'a permis de moins sauter. Et je me suis retrouvé d'une moto infernale qui était un marteau-piqueur à un truc qui était super. Et là, je me suis bagarré pour la deuxième place. Labado était en tête. Et je me suis bagarré pour la deuxième place avec Palacez, qui était un pilote vénézuélien un peu marginal, renfermé sur lui-même avec sa mère, qui parlait à personne. Et qui m'a sorti dans le dernier tour, où je suis allé tout droit à 200 à l'heure dans les petits canaux où il y avait l'eau, où on voit ma moto, j'ai une photo, la voie décoller en l'air, se désintégrer, et j'ai eu les ligaments. Hein. Et je passais deuxième au championnat du monde avec la Chevalier sans m'en rendre compte. Et c'est là que je me suis retrouvé à l'hôpital, à la porte de Choisy, où le professeur Le Tournel m'a opéré, et dans la chambre en face, il y avait Didier Pironi, qui lui se faisait soigner pour ses pieds totalement broyés dans l'accident de la Ferrari. On s'est cogné un petit peu là-bas. Et donc ma saison finie. Et on est resté toujours soudés parce que c'était quelqu'un un grand. C'était quelqu'un au point de vue personne, au point de vue qualité technique, au point de vue tout. Et j'ai essayé un peu dans l'anonymat de lui donner un petit coup de main ici. Lorsqu'il y a eu Vauxhall, moi j'ai essayé une Vauxhall, c'était quand même une moto, Vauxhall, et il fallait quand même, en tant que Français, faire une moto qui rivalisait avec les Japonais, hein, etc. C'était quelque chose en technologie, cette moto. Mais il manquait un petit coup de main, mais comme on n'avait pas d'industrie française dans l'art, donc je rencontrais un député ici, au petit déjeuner, un député, j'ai dit, vous pourriez pas, je lui avais amené des documents, je dis, regarde, il y a une usine qui est en train de fermer, qui est quand même là, il y a des emplois, ça peut être, vous qui voyez de temps en temps M. Chirac, vous ne pouvez pas lui dire qui éventuellement fasse un petit passage là.
je dis entre parenthèses, le roi d'Espagne, il ne va pas voir Derby, il va voir le service compétition Derby, par passion. Vous voyez? Donc il ne pourrait pas passer, et puis éventuellement se penser sur le problème boxant. Et puis de la même occasion, en commander une petite trentaine pour la police française, une cinquantaine, qui relèverait le truc. Il m'a quand même accepté les bouquins, mais il est revenu la réponse tout à fait politique en disant que, vous savez, M. Chirac ne peut pas aller spécialement en mission sur un lieu comme ça, il faut que ça soit dans le cadre d'un passage à Bordeaux, mais c'est archi, ok, je vous remercie. Donc toujours dans les motos françaises, après tu es passé chez Pernod. Voilà, alors après je suis passé chez Pernod, cocardier, piloté une moto française, mais c'était en fin de carrière de la Pernod. Malgré le talent de chevalier qui n'avait pas les moyens qu'avait eu Vidalot et toute l'équipe, parce que c'est un budget limité quand même. Et ils ont quand même gagné un grand prix, donc chapeau avec Jacques Boll. Chevalier a fait ce qu'il a pu. Mais on est arrivé à un moment où le moteur, on ne pouvait plus développer, quoi. Il était dépassé un petit peu. Donc en tous, on avait demandé l'autorisation de mettre un moteur Yann, et on l'avait appelé la Nopère. Voilà. Et il y avait Alain qui était avec nous, il a fait tout ce qu'il a pu, il avait fait un châssis magnifique, hein, un châssis tôle en mécano-soudure que j'ai revu sur les circuits, qui était une œuvre d'art, hein, comme il savait faire. Voilà. Et donc ça a été mais j'étais fier, si je ne me trompe pas, malgré tout, mis à part ne pas avoir gagné un grand prix, j'ai quand même fait la meilleure place au championnat du monde, avec la Pernod, qui était peut-être, je ne sais plus si je confonds, 8, je ne sais plus, mais la meilleure place au championnat du monde en fin de saison, notamment avec une 4e place à Silverstone, parce que cette Pernod, elle accélérait pas beaucoup, mais elle allait vite en vitesse de pointe, c'est pour ça que Jacques Boll avait gagné à Silverstone. Comme moi, j'avais fait une super course en passant Louis Pilote, avec cette Kawasaki qui allait vite. Et là, j'avais fait 4e. Et c'était un moment où monsieur Daniel Aymar, qui était le boss, s'était déplacé, la seule fois s'était déplacé dans l'année, c'était là, mais ça n'a pas permis de reconduire le Pernod. Pernod est venu parce qu'il y avait monsieur Mouillot, qui était aussi lui un peu d'avant-garde, qui, voyant que l'alcool, Pernod qui avait une image très ancienne, après-guerre, etc., ils se sont associés à la moto qui était porteuse de jeunesse pour donner une image jeune. Et l'alcool étant interdit, des publicités, donc ils ont pris une licence de constructeur et l'ont appelé la Pernod. Et il y avait donc Michel Mouillot qui était à la tête de ça, qui était un grand communicateur et qui m'a un petit peu suivi après, qui m'a donné un coup de main parce qu'il a vu que j'étais cocardier un peu, etc. Et quand j'ai quitté Pernod, il m'a donné un petit coup de main. Et c'est Christian Estrosi à ce moment-là, quand j'étais à l'écurie, qui avait récupéré, qui était mon patron, qui avait récupéré le bus, etc., qui lui a servi ensuite après dans ses campagnes électorales, etc., le bus Pernod, le matériel, etc. Et c'était mon patron, c'est lui qui dirigeait, qui avait le budget et qui avait engagé les mécaniciens, etc. Voilà. Après ça, il y a eu... La défi, non, alors non, il y a eu période Honda. Ah, les périodes Honda. Alors là encore, pour montrer qu'un jour on est récompensé, comme je disais, à long terme de sa droiture, de son honnêteté. Quand j'étais... c'est pas trop long mon histoire, moi. Parce que quand on est habitué à faire régulièrement des podiums, c'est facile lors d'une contre-performance de dire c'est les pneus, c'est mon mécano, c'est ci, c'est là. Et là, une fois, ils avaient refait, comme ça s'était fait à Spa, un revêtement qui avait été loupé à Misano. Et les motos, elles tenaient pas. On n'avait pas de sensation, il y avait un revêtement. On tournait plus vite comme à Spa avec les pneus pluie sur le sec qu'avec les pneus slick. Voilà. Et donc, moi, j'acceptais pas ça, je me sentais mal. Et donc, à la cour, j'ai fait 18e et 15e, je crois. Et j'avais croisé Katayama, qui lui m'avait dit alors Baldé, et au lieu de lui dire n'importe quel mensonge, je lui ai dit écoute, Baldé, il n'avançait pas ce jour-là.
Et quelques années après, où j'avais déclaré dans une revue qu'on me redonne une moto d'usine, et je serais devant encore, Katayama, venant à Nice, souvent, revenant en France du pesant, ayant quelques relations avec Honda, avait fait une écurie où a participé Philippe Michel avec son pilote Raymond Roche. Et j'avais beaucoup apprécié quand même la Raymond Roche qui, on a eu un moment une difficulté de sponsor, parce que moi j'avais donc 35 ans je crois en fin de carrière, donc tous les sponsors on les appelle, ils sont plus là, etc. Il y avait un peu Michel Mouillot qui m'avait un peu aidé par la ville de Toulon, etc. pour que je puisse continuer, etc. Raymond Roche qui avait sans doute partagé un petit peu son budget pour que je puisse continuer, et peut-être en sacrifiant le salaire de Philippe Michel. Voilà. Et donc j'avais beaucoup apprécié cette chose-là, et j'avais tout demandé, on dormait tous dans une caravane, on avait sacrifié tout le luxe et tout pour la performance, et j'avais demandé d'avoir comme mécanicien le maître des moteurs, hein, qui était Helmut Fath. C'était Helmut Fath, tout ce qui touchait, ça a été champion du monde, hein, c'était un génie, c'était un mec unique. Et j'allais comme mécanicien, et je me retrouvais avec cette moto qui était la plus rapide, même que celle des usines. Il était plus rapide, il y avait toujours un petit bout de papier marqué dessus, là. Et lorsque on prenait le départ, jamais j'ai fini une course en disant « Ah ouais, mais elle sautait, elle faisait ci, elle marchait toujours, elle marchait plus que les motos d'usine. » Et les Japonais, ils sont susceptibles, ça ne leur avait pas plu quand même. Voilà. Donc on s'est retrouvés, on a fait cette saison. Et dans la dernière mine de rien, bon, alors j'avais qu'une moto, alors que les jeunes loups étaient arrivés avec Dominique Saron, qui avait avec Poncharal, les deux motos, l'écurie structurée, tout ça. Je me plains pas, c'était très bien, tant mieux pour eux, il fallait une relève, une génération. Moi j'étais à ma 35 ans, 36 ans, avec mon unique moto, avec tous mes potes, mécaniciens, filles, Joe Badgione, il y avait tout le monde dans l'équipe, on était là, comme les 7 mercenaires, on avait récupéré tout le monde, aller en avant. Et le dernier Grand Prix, je pouvais me battre encore pour la 3e place au championnat du monde, à 35 ans avec une seule moto, à Misano. Et là, on n'avait plus de... Le Villebrequin, on ne savait pas s'il allait finir la course, Katayama aussi, il avait tout dépensé. Et Cito Ponce nous avait prêté un Villebrequin qui avait moins de kilomètres, parce que les Villebrequins se changeaient à 700 km, je crois, 800 km. Et il nous avait donné un qui en avait 500. C'était sympa quand même, parce que j'étais pas en bagarre en lui, parce que je crois que lui a été peut-être champion du monde cette année, deuxième, donc je n'étais pas un concurrent pour lui. Par contre, avec Dominique Saron, oui. Et donc, dans cette angoisse un peu de ma carrière arrivant vers la fin, voyant qu'il fallait que je fasse quelque chose, etc., je n'étais pas spécialement concentré. Le Villebrequin qu'on me prête, je ne sais pas si je vais finir la course, etc. Bon, je prends le départ. Et puis d'un coup, je me déconcentre. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je sors des points, ou pas loin des points, je dis bon bah c'est mort. Et d'un seul coup, je me vois me passer Taira. Taira, pilote top modèle de chez Yamaha, qui était bon pilote, mais Yamaha l'ont pris parce que c'était un mec connu au Japon comme top modèle, donc l'association, c'était une super communication pour les Japonais, et qui marchait en plus. Et Taira avait loupé son départ. Et on savait qu'il gagnait aussi, qu'il faisait des performances grâce à sa moto, mais bon, donc on disait un peu avec de la jalousie, du pilote d'usine, parce qu'il est beau gosse et tout ça. Et quand Taira m'a passé, je me suis parlé sous le casque et je dis, Baldé, pas Taira. J'étais passé, je dis, de 3 à 7. Et là, je me suis reparlé, je dis, allez, on reprend. Et allez, on reprend. Et hop, je me reprends mon sentier, mon truc, mon freinage, un hecto de pédale, je freine un peu plus là. Et je remonte avec Taira, je lâche pas. J'y lui, je lâche pas. Et on y va. Et on remonte, et 8, et 7, et 6, et 5, et 4, je sais plus. Et d'un seul coup, j'arrive dans un virage, et je m'en prends une. Je me retrouve en l'air, et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est tout Baldé, c'est fini. Voilà.
Et j'ai dit, t'as fait une connerie. Et finalement, la moto était désintégrée, et en la rentrant sur la remorque, on s'est aperçu que la chape qui tenait le basculeur de suspension s'était dessoudée. Et donc ma suspension s'était ouverte, ma moto s'est... Pourquoi? Parce que tous les autres avaient partagé toute leur saison avec 2 motos, et moi j'en avais qu'une en fait. Voilà. Et donc c'est arrivé après, parce que les Japonais, une fois que le championnat du monde est fait, il n'y a plus de... on était invité au Mont Fuji, où Spencer devait piloter cette moto, donc les motos rapatriées là-bas, celles de Saron, etc. J'avais été invité, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu aucune modification, je me suis dit, c'était collé quand même. Donc j'avais, avec mes mécaniciens, ils avaient mis des colliers, des trucs pour pas que ça se redétache. Spencer n'étant pas venu, ils ont prêté la moto à Bennington, et Bennington a fait pareil avec une de Saron, mais dans une chicane, donc pas grave. Et vous savez qui c'est qui a gagné? Taïra. En 1989, à Misano, vous pouvez regarder, c'est Taïra qui a gagné. Et je peux te garantir que dans ma vie, j'ai jamais perdu dans un dernier tour. En toute modestie. Donc Taïra, il y avait le droit de gagner. Et il a gagné, Taïra. Et je me faisais un 6e Grand Prix, etc. Voilà, donc c'était l'histoire. Et c'était une belle époque parce qu'on était toute une équipe là avec Raymond, avec nos mécaniciens, nos amis du Sud et tout, avec des motos, Helmut Fat qui nous a appris à travailler, qui était un génie, qui était, notamment dans les premières courses. Alors en plus, si les anecdotes vous intéressent, il y en a des super en ce moment, notamment comme on était petits, on n'avait pas de quoi amener d'argent pour Qatar, donc on acceptait tout. Rothman est venu, on était sous les couleurs de Rothman, avec un petit budget qu'il nous donnait pour rester, grâce à Katayama, ses relations. Et à Hockenheim, on avait été invité, où il y avait Spencer et tout, Gardner, et il y avait donc des VIP des cigarettiers qui étaient venus là, qui ne connaissaient pas grand-chose à la moto, mais qui avaient lu le petit compte-rendu qu'avait fait la responsable de la communication, comme quoi Jean-François Baldet était le caméraman. Donc les caméras, à l'époque, c'était une batterie d'1 kilo, plus une caméra grosse comme ça, donc personne ne les voulait. Mais moi, je l'acceptais, j'avais rien à dire, allez, ça faisait 3 sous pour l'écurie, qui nous permettait de continuer, et j'avais donc la caméra. Et lors de mon premier Grand Prix à Jarama, il y avait l'antenne en plus derrière sur la scène, et on avait été tellement habitués au démarrage à la poussette, à démarrer et à passer sa jambe au-dessus, que j'ai accroché l'antenne, et j'ai failli tomber, je ne suis pas tombé, je suis parti dernier, je finis 4, je crois, avec Helmut Fat qui m'avait réglé la moto. Deuxième Grand Prix, on va à... Alors c'était un petit circuit, il n'y a pas tellement d'appui, et là on va à Monza, où là il y avait des grandes cours, où il y avait de l'appui. Et comme je me rappelle même avec De Rodriguez, moi je pilotais beaucoup sur l'arrière, donc j'avais toujours des ressorts beaucoup plus durs, parce que je talonnais derrière. Et talonner, pour les connaisseurs de moto, c'est-à-dire quand le ressort il joue plus, on pousse sur le caoutchouc, et la suspension ne marche plus, c'est le pneu qui dérape. Donc on est allé voir, donc il est interdit de toucher quoi que ce soit sur les motos d'usine de chez Honda, même si on n'en avait qu'une. Et Helmut Fat avait détecté tout de suite le phénomène. Il était allé voir chez Owa, ils ont dit écoutez, Spencer l'année dernière, il a été double champion du monde avec cette moto, donc Baldet, il n'a rien à dire. Mais Spencer, il conduisait comme ça. Oui. Alors que moi, je conduisais comme ça. Donc ils ont dit, il n'y a pas de ressort, c'est comme ça, oui. Helmut Fat, j'avais le 19e temps avec une moto d'usine, enfin, ça faisait un peu mauvais genre. Et donc, Helmut Fat, il allait dans la nuit avec White Power, qui était le seul qui ne dormait pas. Et il s'est fait un amortisseur dans la nuit, comme ça. On avait essayé de changer, le mec il n'a pas dormi, il avait les yeux jusqu'à là, et le lendemain je fais podium avec cette moto à Monza, simplement sur cette chose-là. Et les Japonais l'ont vu ils n'ont pas aimé. Mais bon, bref, ça s'est un peu estampé, parce que finalement, tourne-vire, comme on dit dans le Midi, je me retrouve où normalement c'était Cito Ponce ou Saron ou qui c'est qu'avait une moto d'usine encore, Roth, des HRC, on ne comptait pas sur Baldet avec le Team Yamaha pour défendre les couleurs de Honda.
Et je me retrouve deuxième au championnat derrière le concurrent Lavado Yamaha. Et là, les Japonais, on m'a amené les derniers cylindres, etc. Et je me retrouve à Assen. Et à Assen, j'avais donc le réservoir que Rothman avait fait avec la batterie dedans. Et s'il y a un circuit où on est toujours dans la bulle, où on ne peut pas se permettre de sortir le nez parce que c'est des grandes courbes et tout ça, c'est à Assen. Et ce jour-là, il y avait une petite fuite d'essence dans le réservoir. Et à chaque freinage, l'essence venait sur la bulle, donc j'ai fait toute la course là. J'ai perdu la place du championnat du monde, le sourire des Japonais, un petit peu aussi. Et à Spa, on avait passé du Please pour nettoyer les motos, et comme il avait plu, dans la chicane, j'ai pris un guidonnage, et c'était une patinoire, il y avait le film, il y est, hein. On voit, je glisse sur les fesses avec la moto qui me suit à côté dans la chicane, et là j'ai perdu un peu l'intérêt des Japonais pour se battre contre Lavado, que j'ai retrouvé pour la dernière course que je t'ai expliqué tout à l'heure, où je me battais. Donc finalement, Dominique Sarron était troisième au championnat du monde, après la rupture de mon châssis en deux, et moi j'étais cinquième, à 35 ans, avec une moto. Donc c'était, voilà, l'épopée Honda qui était un beau truc, parce que c'était, il y avait mes copains, on avait une bonne moto, et c'était bien.